des deux mains qui se serrent assez fort. Je pense que c'est ce qui représente notre quotidien, aussi bien pour la salutation le matin, dire bonjour, que le petit geste de réconfort des fois quand les gens sont dans la difficulté. Le petit serrage de main, c'est aussi quelque chose qui amène à la convivialité. Toujours des migales dans un yucca, le petit arbuste. Bon, au final, il n'y avait rien à l'intérieur. On s'est retrouvé dans un appartement face à quelqu'un en détresse sociale qui avait consommé une quantité importante de médicaments associés à de l'alcool. Le cocktail pas forcément idéal. Et qui, du coup, au bout de quelques minutes, a sorti une arme à feu en notre direction. Ok. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui donne la parole à des agents publics pour transmettre leur ambition pour la chose publique. Ce podcast comprend 3 temps, une partie 1 sur le parcours personnel de l'invité, une partie 2 sur les missions réalisées et une partie 3 sur les conseils pour les auditeurs. Dans cet épisode, c'est au tour de Florent Mansuy, sapeur-pompier en Seine-et-Marne, de revenir sur son parcours et ses missions. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager le podcast, à partager cette vidéo. Et je tiens aussi à préciser, à remercier la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique, qui m'aide dans le projet de podcast. Bon visionnage. Bonjour Florent. Bonjour David. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ton parcours. Je vais d'abord te présenter en tant que sapeur-pompier. Voilà, tu as l'uniforme et comme on a la vidéo maintenant, on peut voir à quoi tu ressembles et dans ton uniforme. Florent Mansuy, tu es né le 6 octobre 1988 à Nemours en Seine-et-Marne et lors de tes années au lycée, tu t'engages en tant que sapeur-pompier volontaire à Melun pour découvrir le métier de sapeur-pompier. L'année de terminale, tu cherches à obtenir un baccalauréat sciences et technologies industrielles, spécialité génie mécanique, et en parallèle, tu réussis le concours de sapeur-pompier professionnel dès tes 18 ans, ce qui fait que tu n'iras pas jusqu'au bout pour obtenir ton bac. À la fin de ta formation de sapeur-pompier professionnel, on est en 2007, tu commences en tant qu'équipier de sapeur-pompier, affecté dans un centre de secours assez rural, de petite taille, pendant 2 ans et demi. Bien sûr, on reviendra en détail sur à quoi correspondent ces missions, qui sont très spécifiques au domaine des pompiers. En septembre 2010, tu deviens chef d'agrès d'une équipe de sapeurs-pompiers professionnels, et plus précisément, tu es chef des ambulances et des véhicules de toute utilité pendant 3 ans. Tu es muté ensuite, en janvier 2013, dans un centre d'appel en tant qu'opérateur de traitement d'appels d'urgence. Tu réponds au 18 et au 112 et tu travailles aussi sur des missions de ressources humaines. Tu y resteras 5 ans. Tu retournes ensuite en centre de secours et tu deviens cette fois-ci chef d'agrès tout engin. C'est la nuance avec une équipe, chef d'agrès, une équipe, chef d'agrès tout engin. D'abord dans un gros centre, Moissy-Cramayel, pour 2 ans, puis à Damary-les-Lys pour les mêmes missions pendant 18 mois. En 2021-2022, tu prépares le concours d'officier de sapeur-pompier par la voie interne que tu réussis. Et tu deviens alors lieutenant de première classe. Ça se traduit par un nouveau poste en janvier 2023, le poste de chargé de mission Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 en Seine-et-Marne. Et tu suivras en simultané l'école pour 1 an, en même temps que les Jeux Olympiques. À la fin de ta formation à l'école, tu es affecté en novembre 2024 en tant qu'adjoint au chef de centre d'incendie et de secours à Fontainebleau, poste que tu occupes aujourd'hui. À côté de ça, tu es formateur dans plusieurs thématiques pour la société civile sur le secourisme, mais aussi dans des formations plutôt à destination de tes pairs, les sapeurs-pompiers. Et aussi, tu as été président de l'association des jeunes sapeurs-pompiers de Melun pendant 5 ans. Alors Florent, quel est ton plus beau souvenir sur ton parcours personnel ? Alors des souvenirs, il y en a forcément beaucoup sur ces 20 dernières années. Un des plus beaux souvenirs, je fais partie de la colonne de renfort feu de forêt à Landiras en 2022. Alors je le mémorise comme plus beau souvenir, pas forcément pour ce qu'on a réalisé en termes de mission, etc., mais plutôt pour comment on a été reçu par les civils, par les habitants de ces communes-là qui étaient un peu meurtries. Et vraiment voir leur générosité. On a été logé à Saint-Michel de Rieuffray, une petite commune qui est à côté de Landiras. Et en fait, on a monté un camp de base à cet endroit-là et les gens étaient vraiment là pour nous aider. Notre linge, nous servir à manger, beaucoup de dons, énormément de dons. Voilà, donc je le garde vraiment comme belle expérience, plus par le côté générosité de la population à ce moment-là. Forcément, c'était une super mission. C'était le plus gros incendie du 21e siècle, du moins en France pour le moment. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres aussi importants, mais voilà.
Et voilà, c'était une très très belle expérience. Événement assez exceptionnel comme souvenir que tu as retenu. Est-ce qu'on s'imagine quand on a 16 ans et qu'on s'engage en tant que volontaire, pouvoir être un jour sur des feux de cette sorte? Non, pas du tout. Alors, en plus, étant engagé en Seine-et-Marne, on n'est pas sur un contexte des feux du sud de la France, on n'a pas les mêmes forêts que dans le sud de la France, que dans les Landes, qu'en Gironde. Donc même si on a un très très beau massif et grand massif forestier à Fontainebleau, on n'est pas du tout sur les mêmes situations. Donc non, on ne s'imagine pas être engagé sur ce type d'opération. Voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est une fierté, ce parcours, cette expérience à Landiras. Et c'est vrai que quand on regarde ton parcours, tu restes en Seine-et-Marne, donc peut-être que tu as des attaches familiales. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Parce que quand on embrasse la carrière de sapeur-pompier, on peut être amené à changer de territoire, changer de spécialité peut-être, comme tu l'indiques. Quelle est derrière cette motivation? Alors j'ai une attache familiale en Seine-et-Marne, hein, forcément, mon épouse aussi. Donc il y a mes parents et mes frères et sœurs, tout le monde est en Seine-et-Marne. Voilà, le SDIS, le service départemental d'incendie de secours pardon, de Seine-et-Marne, m'a fait confiance aussi depuis le début, de par les différents postes, de par l'avancement que j'ai pu obtenir avec le temps. Donc voilà, il y a aussi ça, et puis il y a aussi cette attache à ce territoire. Voilà, on est bien, on vit bien en Seine-et-Marne. Par contre, je ferme pas la porte à aller voir ailleurs. Alors moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup bougé, mais du coup, tout le jour en Seine-et-Marne. Donc j'ai beaucoup changé de centre de secours. En règle générale, je faisais 2, 3 ans, allez, 5 pour la partie appel d'urgence, mais j'ai rapidement changé de manière à aller découvrir autre chose, rencontrer d'autres personnes, etc. Voilà. Mais C'est quelque chose qui n'est pas partagé forcément par la majorité de tes collègues? Alors aujourd'hui, quand on va à l'avancement, souvent, il est proposé effectivement, quand on change de grade, de fonction, de changer de poste. La majorité du temps, c'est comme ça. Mais dans d'autres cas, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui font plus de 10, 15, 20 ans dans le même centre de secours. Et pour revenir à ce moment un petit peu déterminant des 16 ans, qu'est-ce qui fait que tu vas t'engager en tant que sapeur-pompier volontaire? Est-ce que c'est un vœu depuis ta plus petite enfance, dans ta chair? Avant d'être sapeur-pompier volontaire, j'ai été adhérent entre guillemets à une association, l'association des jeunes sapeurs-pompiers. Voilà, j'ai fait 5 années en tant que jeune sapeur-pompier où on découvre le métier, on vit en collectivité les mercredis après-midi. On Donc apprend à 10 ans, à 10 ans à peu près. ouais, entre 10 et 11 ans. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est pas avant 12-13 ans, mais à l'époque, c'était un petit peu plus jeune, donc ouais, vers 11 ans. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de les voir partir en intervention, d'être formé à. Voilà. Après, c'est pas forcément une obligation pour rentrer sapeur-pompier, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionné étant plus jeune. Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu devenir sapeur-pompier professionnel par la suite? Je dirais que j'étais plutôt. Bon, j'étais pas le meilleur à l'école. C'est pas mon parcours scolaire qui m'intéressait le plus. J'étais assez dynamique et j'avais besoin de bouger, donc c'est vrai que c'est une profession qui bouge. Et puis, je me suis rendu compte aussi, j'étais un peu turbulent. J'ai peut-être été même un peu dur avec mes parents à une période d'adolescence, de pré-ado. Et en fait, quand j'ai commencé à me rendre compte de ce qui se passait ailleurs, de par mon engagement de sapeur-pompier volontaire, bah voilà, on rentre chez les gens, on va au contact des gens qui sont en difficulté, qui ont des soucis. Et en fait, on se rend compte que, voilà, que le petit garçon turbulent que je vois encore il y a quelques années, il a complètement changé. Et puis, il veut s'investir pour la société, pour les gens, il veut serrer la main aux gens. Et puis, je pense qu'on reviendra après du serrage de main, mais voilà, il veut aller au contact de la société et mettre sa petite pierre à l'édifice. D'une certaine manière, ça t'a canalisé. Tu disais que tu n'étais pas le meilleur, ça veut dire que bon, tu fais ton mea culpa peut-être 20 ans plus tard à l'égard de tes parents qui écouteront, j'espère, le podcast. Il y a pas que il y a le côté action en fait qui t'intéresse dans le sapeur-pompier. Il y a peut-être aussi le feu. Enfin, je suppose qu'il faut pas en avoir peur, ça c'est évident. C'est quoi le déclic? Le déclic, c'est un papa qui est déjà sapeur-pompier. Ça aide Voilà. un petit peu, ok. Voilà un exemple. Donc forcément c'est le premier déclic. Et puis l'action, clairement. Alors on parlera un petit peu de tout ça, mais en fait on est toujours dans l'action, de par l'activité physique, de par les activités de formation, de par les interventions. Voilà. C'est pas l'armée, mais on porte des uniformes. Il y a une rigueur, il y a un cadre. Voilà, c'est quelque chose que j'avais besoin, je pense, pour me sentir épanoui. Et voilà, on est passé du petit garçon, comme je disais tout à l'heure, turbulent, un petit peu, alors, qui avait des facultés, qui avait des capacités hein, à l'école, mais
auquel ça n'intéressait pas, je pense. Ben voilà, de passer à cette action-là, c'est ça qui m'a canalisé. Et est-ce que c'est le même cas pour tes camarades en général? C'est quelque chose qui se transmet de parents aux enfants, un peu dans cette même le mythe de l'armée aussi. Est-ce qu'on retrouve les mêmes typologies? Alors, il y a de tout aujourd'hui. Je pense que justement, c'est ce qui fait la force des sapeurs-pompiers et des corps constitués. C'est justement cette camaraderie et puis des gens qui viennent de tous les profils, tous les horizons. Voilà. Donc, par contre, il faut aimer le dynamisme. Faut avoir envie voilà, de se lancer dans des projets, des missions, des choses comme ça. Mais à différents grades, hein, qu'on soit tout en bas, dans des fonctions, comme tu disais tout à l'heure, d'équipier, ou qu'on soit en tant que cadre, il faut ce côté dynamique. Voilà, il faut ce côté dynamique, d'avoir envie que ça avance et de faire je dirais, le bien commun. Voilà. Et à 18 ans, alors, tu deviens sapeur-pompier professionnel, tu réussis le concours, tu ne vas pas aller jusqu'au bout dans tes études, tu ne vas pas aller jusqu'au niveau bac. Est-ce que c'est quelque chose à ce moment-là qui est difficile à prendre comme décision de s'engager en tant que sapeur-pompier? Peut-être qu'avec un père pompier, ça doit être plus simple. Et pourquoi pas avoir tenté, alors vraiment c'est question de néophyte, mais par rapport aux sapeurs-pompiers de Paris, on entend parler forcément un petit peu comme une sorte de mythe. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu avais tenté, quelque chose qui est accessible peut-être à 18 ans? Alors, donc le bac, effectivement, alors aujourd'hui, c'est plutôt un regret hein, de ne pas avoir réussi le baccalauréat. À l'époque, je pense que je voulais de l'action, voilà, j'avais besoin d'être canalisé et j'ai eu la chance, voilà, après du travail, certes, de réussir ce concours. Voilà, c'est ce qui. Je regrette pas du tout. Voilà, mais j'aurais aimé avoir le bac forcément. Du coup, ça m'a poussé les années plus tard à passer différentes VAE. Donc, j'ai eu une VAE qui équivaut à un BTS actuellement, un bac plus 2, d'opérateur d'appel d'urgence. Voilà. L'établissement avait mis en place une démarche pour qu'on aille tous dans la réalisation du dossier, etc. Donc, c'est grâce à l'établissement. Et je suis inscrit depuis cette année en diplôme universitaire sur l'intelligence de crise à l'université Gustave Eiffel à Céris, voilà, que je vais commencer le 24 janvier 2025. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir un parcours scolaire en parallèle et j'aurais aimé avoir ce bac, mais voilà, je voulais de l'action tout de suite Et l'institution permet cette montée en compétence, cette montée en charge, puisque quelques années plus tard, quand tu es à Melun, voilà, on t'encourage fortement à faire cette VAE équivalent BTS, c'est ça? Ce que c'est tu me ça, disais, exactement. Ouais, c'est un titre 5 et équivalent au BTS, bac plus 2. Et alors, avec les sapeurs-pompiers de Paris, quelle comparaison? D'ailleurs, c'est cette formation, elle est territorialisée? Alors les sapeurs-pompiers de Paris, comme le bataillon des marins-pompiers de Marseille, ce sont des militaires. On exerce les mêmes missions, mais on n'est pas du tout sur le même principe, hein. Ce ne sont pas des fonctionnaires territoriaux. Et ces sapeurs-pompiers, je pense que si je n'avais pas eu le concours, je me serais engagé en tant que sapeur-pompier de Paris. C'est une des plus belles écoles chez les sapeurs-pompiers. Ils réalisent des milliers et des milliers d'interventions. Enfin voilà, voilà. J'ai réussi ce concours de sapeur-pompier professionnel et donc je suis parti dans cette voie-là. Mais si j'avais raté ce concours, je me serais engagé à la brigade, je pense. En parlant de Paris, ça me fait forcément penser à Notre-Dame de Paris et l'intervention exceptionnelle des sapeurs-pompiers sur l'incendie. Est-ce que toi ou tes collègues avaient pu participer aussi, ou c'était uniquement les pompiers à Paris? Alors majoritairement, ce sont des sapeurs-pompiers de Paris qui sont intervenus, qui ont fait un très beau travail, hein, voilà, en risquant leur vie, forcément, pour préserver cette cathédrale. Et il y a aussi des sapeurs-pompiers d'autres départements qui sont intervenus en renfort, hein. On fonctionne sur un échelon, certes départemental, mais aussi au niveau zonal. Et donc, on a des sapeurs-pompiers, je prends l'exemple de mon département de Seine-et-Marne, qui sont venus avec un bras élévateur euh, de qui va un petit peu plus haut que 42 mètres pour aller intervenir sur la cathédrale. Donc voilà, il y a un travail qui est au niveau de la zone. Il n'y a pas que des sapeurs-pompiers de Paris, alors, mais majoritairement, c'est eux qui ont effectué les missions, surtout de premier arrivant, d'intervenant et d'extinction. Forcément, ça a dû résonner, toi, ce moment-là, vu que tu as cette expérience aussi du feu et de voir ces images, quoi, de pouvoir calquer par rapport à ce que toi, tu as pu aussi vivre en forêt, en termes d'intervention, en termes d'action. Alors c'est plus, ça s'apparente à un feu de structure, forcément,
Mais oui, oui, dès qu'on voit ce type d'incendie, voilà, on s'interroge, on s'intéresse. Parce que du coup, en plus, c'est un monument historique, c'est pas quelque chose d'assez commun. Il y a énormément d'œuvres. On est de plus en plus aujourd'hui dans la préservation des œuvres. Voilà, on s'y intéresse de plus en plus. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai suivi avec attention, en tout cas. D'accord, merci pour ces explications sur Notre-Dame, qui, je pense, est un feu qui parle à tout le monde. Avant d'aller sur la dernière question de la partie 1 sur l'œuvre d'art, on a le privilège de t'avoir en tenue, et comme on fait de la vidéo sur YouTube, mais aussi sur Spotify, donc pour ceux qui sont sur cette plateforme, vous pourrez voir Florent en uniforme, et donc il y a ton grade, je suppose, au milieu, et puis peut-être nous expliquer les deux écussons que tu as au bras. Donc au centre, on retrouve le grade. Voilà, donc là, c'est le grade de lieutenant. C'est le premier grade chez les officiers de sapeurs-pompiers. Et puis derrière, après, s'enchaîne sur le grade de capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, contrôleur général. Donc ces deux barres blanches, ça ressemble un petit peu aussi au grade de l'armée. Et exactement, on est sur la même démarche. Alors, il peut y avoir des variantes en fonction du corps d'armée que c'est, des changements de couleur aussi, bien sûr, mais sinon, on est sur la même chose et souvent, c'est les mêmes dénominations. D'accord. Donc à ta gauche, tu as un écusson. Donc l'écusson du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté avec les couleurs de la France, la Seine et la Marne. Voilà, c'est ce qui fait un petit peu, voilà, un casque forcément, vous vous doutez bien. Donc c'est un écusson qu'on a depuis quelques années, qui a changé depuis quelques temps, qui est un petit peu plus moderne. Voilà. De l'autre côté, c'est un écusson qui n'est pas forcément obligatoire, qu'on retrouve de plus en plus. Alors en Seine-et-Marne, on a un petit peu tous créé notre écusson dans les différents centres de secours voilà, pour avoir un petit sentiment d'appartenance. Donc là, c'est celui du centre de secours de Fontainebleau, voilà, avec un beau cerf au milieu, le château derrière, enfin le château de Fontainebleau. Voilà, on a un massif forestier qui est assez important, on a une faune sauvage voilà, qui est pareil, qui est conséquente, et ça représente un peu notre centre de secours. D'accord, ok, très chouette, très beau c'est lui à droite en tout cas. Et alors cette tenue, est-ce que c'est ta tenue d'intervention, c'est ta tenue du quotidien? Donc on a plusieurs tenues. Alors celle-ci, effectivement, c'est la tenue d'intervention pour presque toutes les interventions. Voilà. Lorsqu'on est sur des situations d'incendie, on passe sur une autre tenue qui est beaucoup plus résistante, forcément, un équipement de protection individuelle qui a des catégories, des caractéristiques, voilà, qui nous protègent contre un risque qui est mortel, hein, forcément. On a du coup différents types de bottes aussi, les Rangers, celles qui sont plus liées à celles de tous les jours, plus légères, dédiées plutôt à la partie incendie, plus résistante, coquée. Voilà, on a le casque, la cagoule. Il y a des différents types de casques aussi. Si c'est des casques pour les feux en forêt ou si c'est plus pour des feux urbains. Bon, voilà. Clairement, il y a énormément de tenues différentes puisque des spécialités. Voilà, ceux qui capturent les animaux ont des tenues différentes des plongeurs, qui ont des tenues différentes des collègues qui font du secours en milieu périlleux, qui grimpent sur les différents bâtiments, les structures pour évacuer les gens. Enfin voilà, il y a énormément de tenues. Et puis il y a aussi les tenues de cérémonie. Donc moi, ma tenue, celle-ci, c'est celle du quotidien. J'ai même ma tenue de sortie de cérémonie lors des événements un petit peu particuliers. On est sur la période des janvier, c'est les vœux, souvent des communes, etc. Donc en ce moment, on est beaucoup aussi en tenue de cérémonie. D'accord, donc là une tenue bleue avec cette bande rouge au niveau du torse, une tenue classique qui est partagée par tous les pompiers de France. Celle-ci, c'est la tenue qui est partagée par tous les pompiers de France. Ouais. On appelle ça la TSI, c'est son petit nom. Cette tenue, elle est partagée dans Très bien. tous les départements. Merci pour cette explication avec l'image. Et alors, un objet, une œuvre d'art, un film, quelque chose qui est signifiant pour toi, qui représente ce qu'est le métier de sapeur-pompier professionnel. Je dirais une œuvre d'art. Alors c'est quelque chose qu'on peut voir sous différentes formes. C'est des tableaux, c'est des fois des sculptures. Voilà, on le retrouve des fois sur des affiches publicitaires. C'est une poignée de main. Voilà, des deux mains qui se serrent assez fort. Je pense que c'est ce qui représente notre quotidien. Aussi bien pour la salutation le matin, pour se dire bonjour, que le petit geste de réconfort des fois quand les gens sont dans la difficulté. Le petit serrage de main, c'est aussi quelque chose qui amène à la convivialité. C'est aussi une entente entre des gens. Enfin, voilà, ça caractérise vraiment le métier de sapeur-pompier qui va au contact des gens, nous au contact entre nous tous les jours, voilà, d'être d'entraide permanente et de vie en collectivité. Voilà. Donc c'est une œuvre, enfin c'est quelque chose qui existe en termes d'œuvres d'art, mais qui existe aussi sur différentes affiches, panneaux. Je pense que c'est ce qui symbolise le plus notre profession. Très bien, la bonne poignée de main, Exactement. à la fois pour se saluer, mais surtout pour remercier et s'engager sur un chemin commun. Très bien.
On va pouvoir basculer sur la partie 2, sur tes missions, décortiquer un petit peu tous les éléments techniques qu'on a pu donner dans la description de ton parcours. Et bien sûr, parler des sapeurs-pompiers sur ton territoire. Florent, tu deviens sapeur-pompier en Seine-et-Marne en 2007. Tu commences en tant qu'équipier de sapeur-pompier professionnel. Et depuis, tu as gravi plusieurs postes. Alors déjà, il faut que tu nous expliques comment fonctionne le service départemental d'incendie et de secours. De manière générale, dans un département, bon, là, effectivement, c'est la Seine-et-Marne, mais comment les pompiers couvrent le territoire, et puis comment fonctionnent les casernes, les différents types de casernes, s'il y en a, pour un peu poser le cadre, le décor, avant de rentrer dans le détail de tes expériences. Donc, dans chaque département, alors, ça peut également être au niveau des régions et des départements d'outre-mer, en fait, on a une organisation centrale avec souvent un état-major. Voilà. Et puis derrière, autour, différentes sous-directions. Donc ça, c'est pour tout pour la partie administrative. Des sous-directions sur le secours et la santé, secours santé médicale. Des sous-directions sur la partie ressources humaines. Des sous-directions sur la partie administration, finance, logistique, infrastructure. Voilà, il y a différentes organisations parce que chaque département a une organisation qui peut être différente. Il y a des règles communes, mais chaque collectivité un petit peu s'organise autour de son organigramme d'une manière plus ou moins différente. Ça, c'est sur toute notre partie état-major. Puis ensuite, après, il y a un maillage territorial avec des centres de secours. Donc, je prends l'exemple de la Seine-et-Marne, c'est 61 centres de secours répartis judicieusement sur le territoire de manière à protéger et à secourir la population. Avec différentes casernes, du coup, ces centres de secours, c'est des casernes, avec des effectifs différents, un nombre de sapeurs-pompiers différents tous les jours en fonction du nombre d'habitants, des risques à couvrir, du bassin, etc. Voilà un petit peu notre organisation. Alors, il y a aussi des services soutiens, forcément, sur tous les domaines, que ce soit sur la partie matérielle, sur les parties engins, mécaniques, voilà, on peut tout imaginer sur le soutien. Voilà un peu comment on est organisé. Avec cette idée, donc état-major, c'est plutôt ce qu'on appellerait une administration centrale située dans le chef-lieu du département, puisque sapeur-pompier, c'est une compétence du département, avec les services supports qui sont centralisés pour la plupart, et avec des unités délocalisées justement dans les plus gros centres, je suppose. 61 centres en Seine-et-Marne, c'est combien d'agents en tout sur le terrain et dans les bureaux ? Alors en Seine-et-Marne, donc sur ces 61 centres de secours, donc on pourrait parler un petit peu d'effectifs. On est presque 1500 sapeurs-pompiers professionnels, plus de 4000 sapeurs-pompiers volontaires, voilà. Plus de 300 agents administratifs, techniques et spécialisés. Donc ça fait quand même une grosse structure. Hein. Après, quotidiennement, forcément, tous ces agents sont répartis quotidiennement. On est un peu moins de 500 sapeurs-pompiers par jour. Voilà. Un peu moins aux alentours de 400 la nuit pour couvrir les différents risques. Avec un système d'astreinte ou même en termes de juste d'heures à accomplir par jour, ça fonctionne comment d'ailleurs ? Il y a un format journée, un format nuit ? On assure des gardes de jour, de nuit, de 24 heures, des astreintes aussi en fonction du territoire. Donc voilà, pour la partie sapeur-pompier professionnel, pour la partie fonctionnaire, c'est principalement des gardes, voilà, soit en jour, soit en 24 heures, de manière à couvrir ce territoire. Ça représente 500 sapeurs-pompiers à peu près la journée et 400 la nuit. Voilà, pour couvrir. Donc on est d'accord que c'est associé entre ces sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires. Hein. On fait un mixte de manière à pouvoir avoir les effectifs qui tiennent et qui tournent pour défendre la population. Et vous recrutez ? Et nous recrutons sans cesse, toujours. Non, il y a un réel besoin de sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, c'est un engagement citoyen. Voilà, on le dira toujours, mais quelqu'un qui recherche à côté de son activité professionnelle, à côté de sa vie perso, quelque chose pour aider le prochain, aider son prochain. On peut faire du bénévolat dans des associations, ce genre de choses, mais quelqu'un qui a envie de s'engager, qui est actif, qui a envie de... On prend des jeunes et des moins jeunes, forcément physique, il y a des conditions physiques pour rentrer sapeur-pompier volontaire, mais voilà, on recrute parce que c'est ce qui permet justement en France de protéger la population, hein, c'est qu'on ait des sapeurs-pompiers partout. Et dans les petits territoires ruraux, heureusement qu'il y ait des sapeurs-pompiers volontaires. Bon, tu nous as convaincus, on mettra le lien en commentaire pour en tout cas se renseigner. Et puis, ils n'hésiteront pas à commenter et tu feras le service après-vente voilà, des sapeurs-pompiers. Alors, tu nous as parlé un petit peu donc, de l'organisation territoriale. Maintenant,
une caserne. Alors, il y a plusieurs appellations, je suppose, de centre de secours, centre d'incendie et de secours. Voilà, décortiquons un petit peu maintenant l'unité de lieu Mm. d'un sapeur-pompier. Il y a encore quelques années, dans le CGCT, il y avait différentes typologies de casernes. Aujourd'hui, on appelle tous des centres d'incendie et de secours. Et on peut retrouver aussi des centres de première intervention, voilà, auxquels on a des sapeurs-pompiers volontaires d'astreinte qui sont prêts à répondre. Ils sont communaux, ils sont encore sous le système communal. Mais du coup, dans nos casernes, aujourd'hui, c'est tous des centres d'incendie et de secours. Voilà. Ah, par contre, l'effectif varie et du coup, le nombre d'engins qui partent en intervention en simultané est différent en fonction des grosses et des petites structures. Mais on appellera toujours, et on appelle ça toujours un centre d'incendie et de secours. Et donc, tu parles d'engins, donc d'hommes qui sont associés à cet engin. L'engin, c'est le camion ou ça peut être aussi autre chose? Ah, c'est le camion, c'est le véhicule, ouais, effectivement. C'est le véhicule qui nous permet de partir en intervention à différentes formes, hein. Il y a les véhicules de secours et d'assistance aux victimes, les ambulances. Il y a les engins d'incendie, voilà, les fourgons, des bras élévateurs, les grandes échelles, la mythique grande échelle. Voilà, il y a énormément d'engins, les véhicules de désincarcération. Alors, pour se rendre compte un petit peu de qui intervient, quand il y a l'alerte incendie, quand il y a un top départ, donc peut-être d'un coup de téléphone en centre d'appel qui est transmis à l'état-major ou il n'y a même pas ce lien-là, en tout cas ils préviennent. Raconte-nous un petit peu le déclenchement d'incendie et comment les sapeurs-pompiers interviennent avec voilà, de l'équipier au chef d'équipe. Donc quand un particulier fait le 18 ou le 112, hein, il tombe sur une plateforme. Donc nous en Seine-et-Marne, euh, elle se situe à Melun. Voilà. Et donc du coup l'opérateur qui va décrocher l'appel va engager les secours. Voilà. On est passé là le 6 janvier 2025 à un nouveau logiciel d'alerte, hein, le logiciel Nexis, où on est pionnier sur ce nouveau logiciel. Et puis du coup ça va biper les différents véhicules, les différents personnels, pardon, pour les engager sur l'intervention. Donc un départ pour feu, par exemple, c'est 2 fourgons incendie avec une pompe à l'intérieur de cet engin. Donc ça fait 6 sapeurs-pompiers plus 6. Dedans, on a un chef d'agrès tout engin, celui qui va commander ces 2 équipes plus son conducteur. On a un conducteur poids lourd qui va conduire l'engin. Et puis 4 équipiers, alors, 2 qui commandent, 2 chefs d'équipe et 2 équipiers, 2 binômes qui vont pouvoir travailler. Donc 2 fourgons d'incendie, un moyen élévateur, une grande échelle, par exemple, et puis un chef de groupe. Alors, un chef de groupe, c'est la fonction que j'occupe actuellement, la fonction opérationnelle, où l'objectif, c'est de coordonner et de commander l'ensemble de ces moyens. Donc 4 véhicules, puisque le chef d'équipe, un rôle que tu as occupé, il est dans un véhicule à côté. Il y a le troisième véhicule qui est l'élévateur et les 2 camions ou fourgons que tu as cités en premier. Exactement, ça représente 4 véhicules. Ouais, voilà, c'est ça. On est sur combien d'incendies, je sais pas, pour la Seine-et-Marne par exemple, par an, à peu près? Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'on apparente souvent le métier de sapeur-pompier à l'incendie. En réalité, notre mission principale, c'est le secours d'urgence aux personnes. Ça représente plus de 90% de nos interventions. Donc, en Seine-et-Marne, on réalise 105 000 interventions à l'année, à peu près. Et les incendies, c'est 5 000. Donc, c'est un très faible pourcentage. C'est moins de 5% d'incendies. Donc, l'image du soldat du feu, c'est complètement différent, hein. Voilà, c'est vraiment une image de ce qu'on réalise en fait par rapport à ce qu'on réalise réellement tous les jours. Après, on peut dire tant mieux. Tant mieux s'il n'y a pas beaucoup d'incendies et que vous Exactement. intervenez sur des missions plus complémentaires du SAMU ou d'autres services. D'accord. Et donc, dans ces autres missions, c'est le chat dans l'arbre où la grand-mère ne peut pas y aller, c'est ça Il y a c'est trop schématique. des accidents de circulation, il y a effectivement des missions qui sont plutôt diverses. Il y a des missions qui sont plus liées aux animaux, des missions qui sont liées à tout ce qui est problématique de produits chimiques, de pollution, d'accidents routiers, un petit peu spécifiques, voilà, d'évacuation de personnes ou de choses en hauteur, de matériaux qui menacent de tomber sur la voie publique et que quelqu'un pourrait prendre sur le coin de la tête. Donc du coup, il faut qu'on aille dégager ce genre de choses. Donc réellement, l'émission, il y a vraiment ce secours d'urgence aux personnes. On pense principalement à ça par rapport aux pompiers. Il y a la partie protection des personnes, des animaux, des biens, de l'environnement. Et puis après, il y a des missions qu'on parle rarement et seules les collectivités souvent s'en rendent compte puisqu'il y a la partie prévention. C'est-à-dire que tous les établissements qui reçoivent du public, eh ben, du coup, ils sont contrôlés en fonction de leur niveau, de leur catégorie, hein,
Et donc, du coup, il y a ces missions, et c'est la mission première, et c'est une grosse mission au niveau des services départementaux d'incendie et de secours, souvent occupés par des officiers de sapeurs-pompiers, voilà, qui font ce genre de mission. Et puis, il y a la dernière mission, c'est tout ce qui est partie sauvegarde, c'est tout ce qui est partie préparation par rapport à des événements, de la gestion de crise. Et donc là, pareil, on travaille énormément avec les collectivités, les communes, avec la mise en place des plans communaux de sauvegarde ou intercommunaux. Enfin, c'est quelque chose qui est au goût du jour et qui prend énormément de temps et de ressources dans le métier de sapeur-pompier. Et avec la préfecture aussi, qui coordonne un petit peu ces collectivités, avec l'État, d'une certaine manière. Exactement, c'est la préfecture et l'État qui coordonnent ce genre d'activité. Et alors, je te disais en rigolant sur la question, le chat dans l'arbre, les pompiers, c'est pour eux, il est dans quelle catégorie dans ces 4 catégories que tu as citées? Alors, il est dans, entre guillemets, presque aucune. Il pourrait être dans la protection des animaux. La particularité du chat dans l'arbre, c'est que dans la quasi-totalité des cas, il finit par redescendre tout seul. Que ça nécessite et que ça mobilise du personnel, alors donc qui sont du coup plus utilisables pour des missions plus urgentes. Voilà, on a l'habitude de voir cette mission des pompiers, on en entend parler. Réellement, c'est ni notre mission, ni notre rôle. Il arrive qu'il y ait des fois un chat ou un animal soit dans des situations difficiles et que ça dure très longtemps. Et effectivement, à ce moment-là, on interviendra. Il y a de grandes chances qu'on intervienne, mais entre-temps, il y a aussi des services techniques, il y a aussi des particuliers qui peuvent utiliser leurs propres moyens. Il y a des solutions à tout ça. Avant d'engager les sapeurs-pompiers pour récupérer un chat dans un arbre, qui, la majorité du temps, quand on met notre petite échelle et qu'on vient au bord de l'arbre, il descend tout seul et il sauve. Donc, pour vous donner un exemple, voilà. Ça sent le vécu. Exactement, ça sent le vécu. Non, mais réellement, c'est pas une mission des sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, on est obligé de se recentrer sur nos missions, sur l'urgence. Parce que malheureusement, à faire tout ce qui n'est pas urgent, du coup, le jour où on a besoin de nous, on n'est plus là. Voilà. Et quand tu parlais de secours aux animaux, on est plutôt sur des animaux en forêt. De quoi il s'agit? On fait tout ce qui est secours d'animaux en difficulté. Du coup, il ne faut pas qu'ils soient juste en divagation, hein, ou en promenade, il faut vraiment qu'ils soient en difficulté. Mais je pense à des animaux qui sont coincés. Alors ça peut être des animaux qui sont dangereux, qui sont mordeurs, générateurs de panique. Donc ça, c'est en interservice avec la police nationale, la gendarmerie ou les polices municipales. Mais ça peut être aussi des animaux qui sont blessés suite à un accident et le propriétaire n'est pas là. Il va bien falloir l'emmener chez le vétérinaire, cet animal-là. Donc il y a des missions il faudra trouver le meilleur moyen. Ça ne veut pas dire que c'est forcément les sapeurs-pompiers qui vont le faire, mais voilà. Il y a tout ce qui est générateur de panique, hein. On pense aux serpents, on pense aux nouveaux animaux de compagnie, où la capture est quand même assez spécifique, c'est dangereux. Du coup, c'est des missions qu'on peut réaliser. Ouais. Moi, j'ai une anecdote, par exemple, j'ai déjà été engagé, puisque c'était ma spécialité opérationnelle. J'ai arrêté cette année, mais pour des migales dans un yucca, le petit arbuste, voilà. Bon, au final, il n'y avait rien à l'intérieur, mais voilà, il y avait cette petite anecdote d'aller essayer de trouver des migales, donc de couper un yucca pour essayer de voir s'il y avait des migales à l'intérieur. Bon, bref, c'était assez folklorique, mais voilà, c'est des interventions Et donc, il ne faut pas avoir peur des araignées, c'est ça? Toi, t'es Effect- immunisé? J'étais pas serein non plus, hein. On y va doucement, on prend son temps, on met les gants, on met tous les équipements qui vont bien parce on sait jamais sur quoi on tombe, mais voilà. Je crois que pour au moins la moitié des auditeurs, il y a eu des frissons, je pense, quand tu as prononcé le mot migale. Et donc, on va arrêter cette anecdote. On va basculer sur autre chose. Peut-être nous raconter le quotidien des hommes sur le terrain, le rapport avec les entraînements sportifs. Voilà, qu'est-ce qui est attendu d'un sapeur-pompier aujourd'hui, peut-être sur le concours, mais aussi en termes d'entretien physique. La vie avec le bureau, on a parlé beaucoup d'opérationnel. Toi, tu as évolué sur des postes où il y a aussi plus de bureaux qui rentrent en compte. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus? On va parler qu'effectivement, il y a deux typologies, donc tu l'as dit. Effectivement, soit on fait du bureau, ou soit on est en pur opérationnel pour le milieu sapeur-pompier. Donc déjà, il faut s'entretenir physiquement. On est censé avoir tous les ans des indicateurs de la condition physique, voilà, qu'on fait entre nous. C'est pas quelque chose qui nous dit apte inapte, mais c'est plutôt quelque chose qui nous permet d'avoir un indicateur sur notre suivi, santé, sport, voilà. Donc nous, on réalise des séances de sport quotidiennes. Je parle pour les gars qui sont sur le terrain. Quotidienne. Quotidienne. À chaque garde, il y a un créneau qui est dédié, je parle en Seine-et-Marne hein, principalement, mais dédié à une activité physique. Et qui peut, souvent, c'est du renforcement musculaire, c'est de la course à pied, c'est voilà, du développement cardio, c'est ce genre de choses.
de manière à garder cette condition physique. Et puis bon, beaucoup font du sport aussi à l'extérieur, dans des clubs ou dans du sport collectif, ce genre de choses. Donc notre activité, on va dire organisation journalière, le matin on se rassemble et dans les tâches de la journée à réaliser, en parallèle des interventions, et ben, il y a cet entretien de la condition physique. Et puis il y a aussi l'entretien, toute la partie formation, l'entretien de nos compétences opérationnelles, puisque en fait vous avez bien compris qu'aujourd'hui on fait un petit peu de tout. Les sapeurs-pompiers c'est des couteaux suisses en termes de secours. On fait du secourisme, on fait de l'incendie, on fait des opérations diverses, on a des spécialités opérationnelles qui prennent énormément de temps. Et donc il faut se former, il faut s'entraîner tous les jours et se préparer. Donc on fait des mises en situation, des cours théoriques, de l'apport, et puis de l'échange, beaucoup de partage sur ce qui a été vécu en intervention par exemple, par d'autres qui ramènent et puis qui permettent de le développer tous ensemble. Donc voilà un peu l'organisation du matin. Puis l'après-midi, il y a différentes tâches qui s'organisent, hein. Il y a de l'entretien, du nettoyage, la vérification de matériel, il y a tout plein de choses qui s'organisent dans cette journée, en parallèle des interventions bien sûr. D'accord, donc on s'imagine bien la répartition sur une journée quand on est plutôt sur de l'opérationnel. Quand tu étais en centre d'appel, est-ce qu'on était à la frontière entre les deux? C'est-à-dire du bureau, mais on est quand même étroitement lié au terrain. Est-ce que tu as allez, une ou deux anecdotes, une sérieuse, une drôle, sur des appels que tu as pu avoir? Alors oui, c'est l'entre-deux. Alors on assimile notre centre d'appel quand même un petit peu à l'opérationnel dans le sens où les personnels, on fait aussi du sport, on fait aussi de l'entretien de la condition physique et du coup on fait aussi de l'entraînement, de la manœuvre. Par contre, on est d'accord qu'on part pas en intervention, on décroche les appels. Voilà, c'est la seule différence. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme anecdote? Oui, alors on va dire, on va commencer par la plus drôle. On avait reçu un appel, alors je n'étais pas engagé sur cette intervention, mais pour des gens qui sont rentrés à leur domicile au petit matin. Et puis, en regardant leur cheminée, il y avait deux jambes qui dépassaient. En fait, ils se sont rendus compte que le cambrioleur, il a essayé de passer par la cheminée, et puis il est resté coincé en bas, au niveau de l'insert. Et donc, le gars, il allait tout à fait bien, hein, c'est pour ça que c'est plutôt drôle. Et en fait, il était coincé dans la cheminée, il ne pouvait plus sortir, ni descendre, ni remonter. Et donc, il y avait juste ces deux petites jambes qui ballottaient en bas. Donc, forcément, c'est une intervention qui a été faite conjointement avec la police nationale, puisqu'il a fallu nous le dégager, le sortir par le haut, parce qu'il était insortable par le bas. Donc, c'était assez drôle. Je pense que le couple, en rentrant chez eux, ont dû être sacrément surpris. Ils en rigolent après, a posteriori, puisqu'ils n'ont pas eu de vol, mais ça devait être assez drôle. Après, Et chanceux, et chanceux. Mais chan- je croyais que tu allais me dire que c'était le Père Noël. Donc, et ça aurait pu être le Père Noël, mais malheureusement non, c'était un cambrioleur. Enfin, du moins, il n'a pas été cambrioleur, il n'avait rien volé, mais il était bien rentré par l'endroit où il fallait pas. Après, beaucoup plus sérieux, voilà, un de mes derniers appels avant de partir et de quitter, c'était la voiture qui fonce dans la pizzeria, et puis les gens, on est en plein été, et à Sept-Sort, en Seine-et-Marne, et du coup, on est en plein été, et puis les gens sont dehors, mangent leur pizza, puis c'est une voiture qui rentre dans la foule, donc il y a une vraie pression. On est beaucoup à décrocher, puisqu'il n'y a pas qu'une seule personne, souvent il y a plusieurs appels quand c'est des grosses situations. Donc on s'entraide, on écoute l'ambiance de la salle. Ce centre de traitement d'appel, je pense qu'on ne peut pas y rester non plus des années, parce que humainement c'est quand même assez costaud d'avoir des gens tous les jours en détresse à l'oreille. Et donc du coup il faut réussir à s'en détacher. On est content de rentrer chez nous après, de retrouver notre famille, etc. Parce que voilà, c'est une tension. Il y a une tension dans cette salle à ces moments. Puis il y a aussi plein de moments de convivialité et de bons moments. Mais voilà. ouais, j'avoue que ton anecdote, là, tu t'as fait redescendre quand même Ah bah, l'ambiance tu tout de voulais. suite. Le sourire que j'avais sur le cambrioleur, il s'est effacé direct. Ça me fait penser un peu à un échange que j'ai eu avec Raphaël Sananès dans saison 2, épisode 1, où elle se souvenait de son stage au Quai d'Orsay, où quand il y a eu le déclenchement de la guerre en Syrie, en fait, il y avait une atmosphère dans tous les bureaux qui était silencieuse, énergique sur le travail, et vraiment c'est cette atmosphère globale qui permettait de sentir que quelque chose se jouait. Donc là, je vois très bien ce changement d'ambiance dans un centre d'appel où vous êtes quand même, vous voyez tous, je pense, de visu, et que ça rigole pas, quoi. C'est pareil pour le déclenchement, par exemple, du Bataclan, voilà, en 2015, où on ne sait pas ce qui se passe, et vous essayez de traiter, vous essayez face à la détresse des personnes de rassurer. Chose qui, d'accord, on comprend aisément que c'est effectivement au bout de 5 ans, tu avais toi aussi peut-être envie de changer. Et on t'a conseillé, on t'a prévenu d'ailleurs ou pas, ou si tu avais voulu rester, on t'aurait dit bah ok, très bien Florent, tu peux rester. Je pense que j'aurais pu rester, mais alors on m'a prévenu parce qu'on sait qu'on n'y reste pas non plus des années, des années.
Et puis je me suis prévenu tout seul parce que il y a des fois, on a quand même des choix à faire entre engager les secours ou ne pas les engager. Alors on a des supérieurs hein, qui sont là pour nous aiguiller, nous accompagner, mais bon, il y a des fois, comme la nuit par exemple, on est en équipe qui est plus réduite, et donc du coup on a des choix des fois à faire. Et je pense qu'il y a des moments où sur la fin, j'étais plus forcément sûr de certains choix et Un peu j'étais peut-être fatigué. un peu, ouais, peut-être à la limite d'être capable de négliger, donc ce que j'ai pas fait, mais voilà, pour éviter de négliger une prise d'appel d'urgence, j'ai décidé aussi de changer parce que voilà, je pense avoir fait le tour. D'accord. Il te manquait cette fraîcheur peut-être ou Bah, je revoulais de l'action et puis voilà, et puis je voulais pas basculer dans le côté la déviance justement, et donc du coup de faire une erreur ou ce genre de choses. Enfin voilà, on a la vie des gens entre les mains quand même. C'est mes collègues qui vont après, c'est nos collègues qui vont aller sur intervention s'en occuper, mais nous on a quand même pendant 1 minute 30, des fois 2 minutes, des gestes à faire, des choses comme ça, et voilà, quand on arrive sur la fin, c'était la fin. Et alors après le centre d'appel, tu retournes sur le terrain encore plus en tant que chef des fourgons, chef d'équipe. Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus, ce management particulier, ou le commandement? Est-ce qu'on utilise le terme de commandement similaire au militaire? Alors oui, je rejoins la caserne de Moissy-Cramayel pour des nouvelles fonctions. Alors c'est des fonctions qui sont, il y a de l'opérationnel, il y a des interventions, mais il y a aussi du fonctionnel, tous les jours, l'organisation. Donc ces nouvelles fonctions de sous-officier de garde, elles me permettent du coup d'encadrer l'équipe de garde. Donc j'arrive à Moissy-Cramayel où on est 12 sur les rangs le matin, et donc du coup je coordonne l'organisation de la journée. La séance de sport, la formation, etc. Et puis le fait que les roulements des interventions se passent bien, le fait qu'on gère bien l'entretien et tout ce qui est prévu de la journée. Et puis en parallèle, dès qu'il y a une intervention pour incendie, eh ben c'est moi qui commande ce véhicule. Alors nous, on a toujours eu une petite différence, c'est logique, entre le commandement et le management, comme tu m'as demandé. Pour moi, en intervention, on fait principalement du commandement. D'ailleurs, c'est ce qui est véhiculé beaucoup dans notre formation, aussi bien à l'école nationale, des officiers, comme au fur et à mesure de notre parcours. On fait du commandement parce que on réagit souvent en réaction immédiate, et donc on n'a pas le temps. On prend l'humain en compte, mais d'une manière un petit peu différente. Et je pense que manager, ça se fait pas en claquant des doigts comme ça. Il y a de la préparation, il y a de la réflexion, il y a de la stratégie derrière. Que là, on veut du commandement, on a des missions qui sont à faire assez rapidement. Et voilà, il y a la différence entre les deux. Donc c'est vraiment les premiers postes de commandement, hein. Chef des ambulances, c'est le premier poste. Puis après, on passe chef des camions de feu, des fourgons. Et là, on évolue, puisque du coup, on gère des équipes, on a plus de monde sous nos ordres. Et du coup, il faut faire attention à la sécurité de tout le monde, c'est un peu plus dimensionnant. Ok, donc du terrain sur un territoire qui représentait à peu près 50 000 habitants. J'ai envie de te poser la question forcément sur la Seine-et-Marne. On en a parlé en partie une, que tu étais attaché à ce territoire. Pour autant, les sapeurs-pompiers, ils peuvent intervenir aussi en montagne, sur les plages en fonction des départements dans lesquels ils sont. Est-ce qu'il y a des missions particulières? Toi d'ailleurs, en Seine-et-Marne, tu as pu bénéficier d'une mission particulière, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc voilà, tu peux nous faire le lien sur ces deux champs? Alors en Seine-et-Marne, on y vit bien. Alors j'y étais bien parce que forcément, c'est un territoire qui est rural pour une partie, proche Paris pour une autre. Donc on a de l'urbanisation et puis du côté plus rural. Donc c'est pour ça que puis c'est mon territoire de naissance. Enfin voilà, forcément derrière il y a tout ça. On a des spécialités opérationnelles chez les pompiers. Et il y a des spécialités qu'on ne trouve que à certains coins du territoire. Tu donnes l'exemple de la montagne, par exemple. Il y a du secours en montagne, effectivement, c'est différent. Nous, on n'exerce pas du tout ce genre de choses. Il y a de la surveillance de plage. Il y a certains départements qui participent, certains services départementaux incendie de secours qui participent à la surveillance des plages. Je pense surtout au bassin de l'arc méditerranéen. Voilà, il y a différentes missions qui ne sont pas organisées de la même manière en fonction des risques. Et donc, chaque département, chaque service s'organise en fonction de ces risques. Il analyse tous les 5 ans les différents risques qu'il a sur le territoire, l'évolution de la population, l'urbanisation, ce genre de choses. Et de ce fait-là, il se donne des lignes directrices dans ce sens-là pour couvrir les différents risques qu'il a sur son territoire. Et alors les Jeux Olympiques et Paralympiques, un risque supplémentaire pour la Seine-et-Marne? À sacrée mission sur un jeune officier, jeune poste d'officier, hein. Oui, super intéressant, super beau projet. Un risque supplémentaire en termes de nombre de spectateurs qui venaient tous les jours par des lignes qui ne sont pas prévues à cet effet, regroupés sur un bassin avec du coup des risques en plein été.
On est un soleil de plomb et des coups de chaleur, risque qu'on a vécu d'ailleurs d'inondation, où on a eu sur un secteur Seine-et-Marnais en parallèle des Jeux Olympiques des inondations, avec des fortes pluies. Enfin voilà, donc c'est sûr que c'est un risque supplémentaire qu'il fallait prendre en compte, qui a demandé un énorme temps de préparation. Puisque la Seine-et-Marne, c'était un terrain d'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques sur les épreuves, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on a reçu les épreuves d'aviron, de canoë-kayak, de canoë en ligne, de para-aviron, de para-canoë. D'une nouvelle épreuve, le canoë cross, où il saute du plongeoir, enfin, il saute du portique pour aller à tous les quatre arriver le premier. Non, c'était assez impressionnant. Et oui, on a reçu ça sur la base nautique de Vers-sur-Marne, et ce pendant la totalité des Jeux, puisque tous les jours, du début à la fin, il y avait des épreuves. Donc c'est de la gestion de flux, la gestion d'un territoire qui accueille beaucoup plus d'usagers que d'habitude. Exactement. Et donc, ça nous a demandé de changer notre organisation. Habituellement, en plein été, à cette période-là, on a moins d'interventions que d'habitude, puisque les gens partent en vacances. Sauf que là, du coup, on avait un flux d'intervention qui risquait d'être très conséquent, des risques à couvrir supplémentaires, et donc une ressource RH à trouver beaucoup plus conséquente. Donc, on a dû mettre en place une politique RH complètement différente de ce qu'on faisait d'habitude, hein. C'était un peu l'objet de ma mission au départ. Et puis ensuite, d'organiser les moyens pour qu'on respecte la doctrine nationale en termes de délai d'intervention. Voilà, il y avait des risques supplémentaires et on devait respecter des délais par rapport à cette quantité de population et ces risques. Donc ouais, ça a été une grosse mission. Je prends l'exemple simple pour la Seine-et-Marne, mais on a dû adapter les congés de tout le monde. Et notre directeur a fait le choix d'autoriser les congés, mais d'adapter leur positionnement, leur mise en place pour qu'on ait le maximum de monde à cette période. Et ça s'est plutôt bien goupillé, hein. On passait de 450 sapeurs-pompiers à 700 par jour, ce qui était beaucoup plus conséquent et ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et alors après cette expérience, tu suis l'école, et ça on y reviendra en partie 3. Tu deviens adjoint au chef de centre à Fontainebleau. Donc rapidement un petit peu, là tu es sur du bureau. Alors, il y a du bureau, hein. On va dire qu'il y a un pourcentage, il y a 10% de mon temps qui est dédié à de l'opérationnel. Et puis le reste, c'est du bureau. Alors, c'est du bureau, mais c'est du manager de proximité. J'ai un chef de centre au-dessus de moi, un capitaine qui commande. Et donc, du coup, on se répartit différentes tâches. Et donc, moi, je gère par exemple la cellule formation du centre de secours. Donc, on s'assure que les agents maintiennent leur niveau, maintiennent leurs compétences. Mais ça va dans plein d'autres services différents. Donc là, on fait vraiment d'humain, on fait de l'administratif, on les accompagne dans les démarches administratives, on gère toute la partie congé, on gère tout ce genre de choses. Donc voilà, on est vraiment dans un rôle de manager de proximité au contact de l'équipe le plus possible. Et puis on les accompagne, on les forme, on fait ce qu'on peut pour que le bien vivre ensemble, ce soit une priorité. Très bien, on a réussi à reprendre toutes les expériences de ton riche parcours varié. Et de voir un peu les différentes postures, les différents secteurs. Peut-être deux dernières questions avant de terminer cette partie 2. Combien tu gagnes en tant que sapeur-pompier, peut-être en début de carrière, aujourd'hui, enfin voilà, l'évolution. Et aussi, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors combien ça gagne? Donc aujourd'hui, quand on rentre caporal de sapeur-pompier professionnel, on est aux alentours de 1800 euros net. Voilà, et puis après, comme toutes les différents grades et fonctions, la fonction publique, il y a des échelons, des indices qui changent, etc. Donc voilà. Un officier de sapeur-pompier, alors moi j'ai déjà un parcours, j'ai 20 ans, donc du coup j'ai évolué. Aujourd'hui je suis échelon 8 au grade de lieutenant de première classe. Voilà, je gagne 3000 euros à peu près net par mois. Et un lieutenant comme moi, mais qui commencerait, il serait plus aux alentours de 2000, je pense. Et où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors dans 10 ans, bon là la prochaine étape c'est de passer chef de centre, de commander une caserne. Voilà, c'est un rêve depuis quelques années déjà maintenant, qui se concrétisera, j'en suis certain, dans les années à venir. Dans 10 ans, je me vois ouais, chef de service, je pense. J'ai un parcours très, très opérationnel et je me vois rester dans ce qui est doctrine opérationnelle. Voilà. Et je me vois changer de département aussi peut-être un jour ou l'autre pour aller voir ailleurs, voir comment ça se passe. Bon, on verra à ce moment-là, puisque la tâche familiale fait un petit peu tout, mais on Et verra. chef de service, ça correspond à quoi? Ça chapeaute plusieurs centres? Alors, on est plus sur des services fonctionnels, donc c'est plutôt de l'administratif, mais du coup, c'est de la doctrine qui donne les indications. Alors, enfin, chef de service,
c'est tellement varié en termes de services dans nos unités. Je parlais de la partie doctrine opérationnelle, c'est tous les textes, les nouvelles technologies, préparer nos collègues, leur donner les éléments auxquels ils auront besoin demain sur le terrain, mais il y a toute la partie RH, il y a toute la partie finance, il y a toute la partie marché public. C'est très varié et il y a des sapeurs-pompiers dans chacun de ces services-là. Donc voilà, je me vois bien commander un service pour faire avancer l'établissement. Bon, j'avais dit dernière question, mais tu m'as parlé de la tâche familiale, donc forcément, comment on gère cette vie professionnelle avec cette vie personnelle? Comment on concilie les deux? En termes de temps, c'est vrai que c'est une profession qui est prenante. Voilà. Maintenant, c'est une organisation familiale. Moi, je remercierai jamais assez mon épouse parce que bah, du coup, là, j'ai dû partir 1 an à l'école. 1 an à l'école, rentrer que les week-ends avec 2 enfants en bas âge. Donc voilà, c'est elle qui a fait tout le boulot. Elle m'a toujours soutenu, accompagné. Donc voilà, après, il faut se dire les choses dès le début. Il faut être capable de faire des compromis sur plein mal de choses. Et puis ça goupille. Et puis, c'est un métier qui est valorisant. Du coup, bah voilà, il y a des sacrifices, certes, mais c'est la valorisation de ce métier, forcément, elle efface un peu certains sacrifices. Très bien, mais sur cette touche très positive, on va pouvoir basculer sur la partie 3 pour parler bien sûr des conseils que tu peux donner aux auditeurs. Partie 3, une anecdote, un conseil professionnel que tu as tiré d'une situation où tu étais en difficulté et que tu aurais aimé bien sûr le savoir en amont pour pouvoir mieux gérer cette situation. C'est une intervention que j'ai réalisée en début de carrière. C'est une de mes premières en tant que chef d'ambulance. Et bref, on s'est retrouvé dans un appartement face à quelqu'un en détresse sociale qui avait consommé une quantité importante de médicaments associés à de l'alcool. Enfin bon, voilà, le cocktail pas forcément idéal. Et qui, du coup, au bout de quelques minutes, a sorti une arme à feu, voilà, en notre direction. Ok, Voilà, donc c'est des choses auxquelles, même si on fait des mises en situation en permanence, je pense qu'à l'époque, on n'en faisait pas autant, entre guillemets, de... Aujourd'hui, on est énormément basé sur des mises en situation au plus proche du réel. Donc, on forme nos gars et nos personnels à ça. À l'époque, on l'était beaucoup moins. On ne travaillait pas sur tout ce qui est social, sur toutes les problématiques humaines. Et donc, du coup, bah, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est débrouille-toi comme tu peux et voilà. Donc, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de souci. Merci au fond. comment t'as fait? Bah, j'ai mis les mains en l'air, comme tout le monde. Et puis, bah, j'ai essayé de raisonner, de discuter. Et puis, j'avais déjà demandé les forces de l'ordre qui sont arrivées très rapidement. Parce qu'à ce moment-là, la chance, c'est que le téléphone était allumé avec le SAMU, puisqu'on était en train de passer le bilan médical de la victime. Et donc, du coup, ils ont entendu les Ok. propos que je tenais, parce que je n'ai pas raccroché. Et donc, bah, ils ont activé aussi. Et je pense que l'interservice des 3 services ont fait que ça a été beaucoup plus vite après dans la démarche. Donc, tout de suite, bah, la police est venue, le SAMU est venu. Et il n'y a pas eu de drame, ça s'est bien fini. Mais c'est des choses auxquelles on n'est pas préparé. Et je pense que ça aurait pu être un drame dans toute ma carrière si ça n'avait pas fini comme ça. Donc voilà, aujourd'hui on forme. Ah, un drame dans quel sens? Un point noir parce qu'on aurait dit, voilà, Florent, il y a un agent qui est mort en service avec lui. Enfin, Ah oui, puis humainement c'est quelque chose qu'on garde Ouais. toute une vie. Enfin, ça peut même arrêter une carrière, ce genre de choses. Parce que psychologiquement c'est tellement dur à vivre que ouais, si s'était passé quelque chose, s'il avait tiré sur un de mes équipiers, parce que c'était mes premières missions de chef, donc bah, du coup on a la responsabilité de 2 personnes Bien avec sûr. nous, qui étaient 2 sapeurs-pompiers volontaires à l'époque, qui sont tous les 2 professionnels maintenant, que je recroise de temps en temps. Mais voilà, moi j'avais 20 ans, ils en avaient 18. Enfin, c'est quand même très particulier. Donc aujourd'hui, on est un peu plus formé à tout ça. On prend en compte beaucoup plus l'humain, mais à l'époque, c'était moins le cas sur la partie bah voilà, problématique psychosociale, voilà, psychologique, De pouvoir comprendre psychiatrique. pourquoi il en est là et d'essayer de discuter avec lui sans faire de faux pas, sans faire d'impair. Et d'avoir des codes aussi, de vérifier un peu différemment les gens quand on arrive, quand on les aborde, voilà, d'avoir le regard un peu plus affûté sur certaines choses que je n'avais pas à l'époque et qui s'obtient beaucoup chez nous avec l'expérience. Mais l'expérience, ça met du temps avant de l'acquérir. Donc voilà. Voilà une expérience un peu particulière qui finit bien, mais auquel j'aurais aimé être plus préparé. Mais c'est pas vraiment. Enfin voilà, c'était aussi une époque, une méthode de travail un petit peu différente. Et aujourd'hui, on forme tous nos jeunes à ça.
tous nos jeunes chefs à ce genre de choses. Voilà, donc ça a changé depuis. Décidément, toi, tes anecdotes elles posent le cadre, quoi. Hein, c'est... Ok. Bon, alors, donc, des conseils pour des futurs pompiers qui passeraient les concours. Peut-être rappeler très rapidement les épreuves, comment ça fonctionne, le schéma, la pyramide des concours côté pompier. Les deux que tu as passés, si je ne m'abuse. Mhm. Alors, il y a différents. Donc, ça dépend ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut être tout de suite sur des postes de commandement ou même de fonctionnels, c'est-à-dire des services? Parce que aujourd'hui, c'est tellement varié en métier chez nous. Alors, on a le métier de sapeur-pompier, mais en fait, il y a tellement d'emplois et de fonctions. Ou alors, est-ce qu'on préfère être sur le terrain? Donc, en fonction déjà de ces choix-là, puis il y a aussi les niveaux d'études, les niveaux scolaires, le bagage. Donc, on va commencer par le concours en bas. Donc, le concours le plus bas, c'est le caporal de sapeur-pompier professionnel, afin d'être équipier dans un premier temps et puis d'évoluer avec le temps. Donc, c'est un concours qui regroupe des épreuves sportives, des épreuves écrites, où on peut passer sous le format interne ou le format externe. Est-ce qu'on a déjà est-ce qu'on a déjà une expérience en tant que sapeur-pompier volontaire? On a déjà quelques années, et donc du coup, le questionnaire sera plus orienté sur des questions pompiers, voilà, du milieu D'accord, sapeur-pompier. ça sera un concours interne si on est volontaire. Si on avait été volontaire 4 ans, par exemple. Ouais, et en fait, il porte le nom dans les différents documents qu'on cherche, c'est les deux portent le nom d'externe. Mais il y en a un externe, ancien sapeur-pompier, ou sapeur-pompier volontaire, et puis il y a un concours externe où D'accord. vraiment on n'a pas du tout d'engagement fait. Donc des épreuves sportives, des épreuves pratiques, donc l'écrit, et puis un oral à la fin. Voilà. Et des admissibilités au fur et à mesure des épreuves pour y passer. Outre les barèmes que je mettrai en référence d'épisode, un lien vert, les épreuves sportives, est-ce que c'est monter à la corde, à la force des bras, donne-nous quelques exemples peut-être d'épreuves sportives. On a par exemple l'épreuve du luc léger, voilà, avec une certaine distance entre deux lignes et de manière à avoir un rythme à suivre avec des paliers et des petits bips quand on arrive à chaque fin de ligne. Donc il y a ce genre d'épreuve, il y a un parcours spécifique sapeur-pompier qui représente un petit peu des missions qu'on pourrait réaliser justement en incendie avec une porte de charge lourde, le fait de se suspendre, etc. Donc c'est un parcours qui est adapté et qu'il faut préparer. On ne peut pas arriver le jour des épreuves sportives sans avoir jeté un coup d'œil, sans l'avoir réalisé ce parcours, testé. Parce que c'est vrai que sinon c'est pas évident. Il y a des petits tips à prendre justement sur ces épreuves sportives. Voilà. Et puis il y a d'autres types d'épreuves liées à de la souplesse, liées à ce genre de choses. On n'a pas de grimpée de corde comme on pouvait y avoir dans le passé. Ok, merci pour ces explications sur les épreuves sportives et on renvoie bien sûr à toutes les explications que le ministère de l'Intérieur peut donner sur les concours sapeurs-pompiers. Le deuxième concours que tu as passé, il y avait aussi des épreuves sportives. Quelles étaient un peu les épreuves techniques, écrites, oraux? Alors le deuxième concours, donc si on souhaite embrasser une carrière plutôt d'officier, de sapeur-pompier, c'est pareil, hein, il y a un format externe, accessible à partir d'un niveau Bac plus 2, où là il y a des épreuves sportives. Ou alors il y a un concours interne. Et donc ce concours interne, c'est celui que j'ai passé. Puisque je les ai déjà faites sur les concours précédents et que je suis déjà fonctionnaire titulaire, il n'y a pas d'épreuves sportives à réaliser D'accord. de nouveau. Donc on est tout de suite sur des épreuves écrites. Voilà, une note d'analyse. Donc après les épreuves écrites pour l'externe et pas pour l'interne, on a une note d'analyse à réaliser. Voilà, on a un format de plusieurs heures où du coup on synthétise des documents et on répond à une commande sur cette partie-là. Et puis derrière, on a un questionnaire à choix multiples, souvent à points négatifs. Donc il y a une stratégie de réponse derrière tout ça. Voilà, sur l'univers de la sécurité civile française, sur l'institution en général, un peu sur la culture opérationnelle, mais forcément, c'est pas ce qui est demandé principalement. Et puis, en fonction de ces épreuves, qui s'étalent sur une journée entière, eh ben, on est admissible ou pas à l'oral. Et donc, un oral de 25 minutes, 5 minutes de présentation et 20 minutes d'échange avec le jury. Plutôt bienveillant maintenant, ça a changé un petit peu tous ces concours, mais voilà. Je tiens à préciser que c'est pas un concours qui est réservé qu'aux hommes, hein, au contraire. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes dans notre corporation, dans notre milieu. Du coup, c'est sûr que c'est un taux de féminisation qui reste assez bas, hein, environ 16%, un petit peu plus aujourd'hui. Mais voilà, il faut sortir du stéréotype du pompier costaud musclé. Aujourd'hui, on a besoin effectivement de sapeurs-pompiers sur le terrain qui ont un niveau physique
quand même corrects et qui s'entretiennent. Et puis on a aussi beaucoup de services fonctionnels à faire tourner, où c'est pas du tout les mêmes missions. Et en fait, c'est ouvert à tout le monde et tout profil. Donc voilà, j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas une profession qui est réservée aux hommes. Aujourd'hui, elle se développe de plus en plus. On a d'ailleurs dans nos cadres de plus en plus de femmes qui font très très bien le boulot. Et donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à s'inscrire à ces concours. Et puis Autant sur le terrain qu'en bureau, effectivement. exactement. Et alors, comment on réussit ce concours externe, interne? Quels conseils tu peux donner un petit peu pour les auditeurs, ceux qui ne connaissent pas trop le champ des secours à incendie? Donc les épreuves physiques, j'invite vraiment à faire quelque chose d'assez programmé, c'est-à-dire de se prévoir un programme, euh, d'aller prendre de l'info sur les différentes épreuves, quitte à se faire coacher quand on ne vient pas du tout du milieu. Quand on vient du milieu, on a la facilité de rentrer dans une caserne, de s'entraîner, d'échanger avec des collègues, d'avoir des collègues qui font partie de la filière sportive, mais quand on ne l'est pas, voilà, il faut pas hésiter à aller chercher ce coaching un petit peu parce que du coup, c'est quelque chose qui se prépare. On n'évolue pas. Je prends l'exemple du test du Luc Léger que je parlais tout à l'heure. On n'évolue pas de un ou deux paliers en l'espace d'une semaine ou deux. Enfin, voilà, ça demande du temps. Donc, c'est hyper important de se préparer et d'anticiper vraiment cette préparation. C'est un concours qui est très particulier parce que ça touche, pour la partie écrite, énormément de domaines. On peut avoir des questions qui vont vraiment dans l'organisation de l'administration, des collectivités, de l'État, du Sénat, de l'Assemblée nationale. Ça va vraiment dans tous les sens. Il y a de la culture générale derrière. Donc c'est assez important. Moi, je fonctionne un petit peu voilà, sous forme de fiches, sous forme de carte mentale, un petit peu de plus en plus, pour éviter d'oublier des sujets. Mais voilà, je sais que j'ai besoin d'apprendre. Déjà, il faut savoir comment on apprend soi-même. Moi, j'apprends en écrivant. Il y en a, c'est plus simplement en écoutant, d'autres en écoutant ou en lisant. Bon, il faut déjà savoir comment nous, individuellement, on apprend. Et puis derrière, après, bah, il faut se mettre en action. Et je pense que ça demande une bonne année. Enfin, moi, j'ai mis plus d'un an de préparation à ce concours. Des conseils, bien sûr, qui sont tout à fait rejoints par les autres invités. Bon, là, on a la particularité qui est quand même le sport, avec ce temps de préparation nécessaire. C'est marrant parce que tu parles de Luc Léger. Moi, sur le concours commissaire des armées, par exemple, où c'est un 3000 mètres à réaliser par rapport à un temps, en 2 mois, j'avais pas progressé, en fait, parce que sur un 3000 mètres, c'est du semi-fond. Et donc, si on fait pas de fractionné, on n'améliore pas son aérobie. Et donc, en fait, on, on va rester à faire le kilomètre moyen. Si on part trop vite, on peut pas tenir les 3 kilomètres. Et donc, vraiment, si on fait pas de fractionné, ça marche pas. Et moi, j'ai pas fait de fractionné, je m'étais pas renseigné. Donc, j'ai pas progressé en 2 mois. Donc, effectivement, je peux que te rejoindre sur le côté de bien savoir comment on peut progresser dans les différentes activités et bien sûr de se connaître sur l'apprentissage, voilà, l'écrit, l'écoute et de se fier un petit peu à sa méthode de travail. D'accord. Et alors toi, petite particularité sur le concours interne quand tu l'as passé en 2021-2022, tu étais déjà jeune papa. Comment voilà, tu as géré à la fois ce concours interne, donc tu travailles à côté, et aussi la répartition dans le foyer. Bon, j'ai beaucoup travaillé le soir, enfin, comme beaucoup de monde d'ailleurs, quand on prépare hein, après l'activité professionnelle ou autre. Alors j'ai la chance, en fait, avec le système de garde que j'occupais à l'époque, bah, du coup, quand on est de garde 24 heures, on est au travail, mais quand on est à la maison après les 24 heures qui suivent, voire plus, bah, du coup, on a des moments de libre dans la journée. Donc, oui, il y avait la garde des enfants, mais il y a la crèche, il y a, en fonction des différents âges, les centres de loisirs, ce genre de choses. Moi, j'ai bossé le soir sur mes gardes et le soir à la maison principalement ou par des petits créneaux. Donc je me bloquais des créneaux d'1 heure sur des thématiques très précises et puis je rebloquais un nouveau créneau si c'était nécessaire de développer encore cette thématique qui n'était pas terminée. Et puis bah comme à partir de 18-19 heures sur nos gardes, on est un peu plus tranquille, on ne fait plus que les interventions. On n'a plus d'activité administrative la journée. Et bah, du coup, pareil, le soir, bah, au lieu d'aller me mettre devant la télé, bah, c'était parti pour des petites fiches de révision ou pour des thématiques un peu spécifiques. Voilà. Puis beaucoup d'échanges aussi avec mes collègues parce qu'on était plusieurs à le préparer en même temps. Et donc, ça a été vraiment bénéfique aussi d'échanger et de ne pas être dans sa bulle tout seul, mais de faire quelques thématiques en groupe. Un sujet bien compris par un, et pas forcément par l'autre, donc on s'est entraidé. Et le fait d'expliquer à quelqu'un d'autre fait qu'on apprend encore plus. D'accord, très bien aussi pour ce format 1 heure. On sait qu'on a 1 heure, donc Mm. on est dans sa bulle et à la fin, on est efficace. On ne va pas traîner sur 3 heures avec la télé à côté ou autre chose et être dérangé.
Ok, des conseils précieux. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils de lecture à nos auditeurs sur le domaine des pompiers, mais peut-être aussi autre chose, hein, des livres qui t'ont marqué? Alors, on est de plus en plus dans le management aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure management commandement. Alors, je dirais que pour les jeunes cadres, que pompiers ou pas, il y a un livre qui donne pas mal d'outils qui s'appelle Dream Team de Ludovic Giraudon. Voilà. Et donc je le conseille pour tous les nouveaux managers ou les jeunes managers ou ceux qui vont tendre à occuper des fonctions de manager en vue d'un concours par exemple. Voilà. Et puis pour mes collègues sapeurs-pompiers, mais aussi pour les non-initiés au commandement, qu'est-ce qu'un chef? Voilà, du général de Villiers, qui fait vraiment un lien entre cette responsabilité d'avoir des hommes sous ses ordres, et puis la prise en compte de l'humain qui est hyper importante, et puis qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'ils attendent d'un chef aussi. Voilà, demain, dans nos dans nos milieux, voilà, on sait comment ça fonctionne depuis des années. Oui, la population, enfin, les gens changent, les sociétés changent, mais il y a encore quelques codes qui sont importants à garder. Donc voilà, je conseille ces deux lectures-là. Très bien, merci pour ces deux conseils de lecture, donc assez tournés management et commandement, mais c'est forcément des choses qui t'animent et par lesquelles chaque sapeur-pompier va être amené à passer, à réfléchir. On arrive à la fin de ce podcast vidéo. Le mot de la fin? Ce serait une petite citation, voilà, tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Voilà, je suis convaincu que c'est un métier voilà, où on travaille en équipe, en groupe, et si vous aimez, si les gens aiment justement le côté relation, le côté travail en équipe, etc., c'est un métier qui est fait pour vous, quoi, pour eux. Merci pour ces éléments et pour ces anecdotes. Je pense que les auditeurs ont pu se plonger pendant un peu plus d'une heure vraiment sur ton métier, ton quotidien et s'imaginer, je repense encore au Miguel, voilà, à des situations un peu particulières. Merci beaucoup Florent. Merci David. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche et restez au courant pour les prochains épisodes. À bientôt.